Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à BIPOC Hour. Pour la table ronde qui suit, on est vraiment réunis à cause de l'amour de la littérature. Donc, pour briser la glace, on va se présenter chaque personne, puis ensuite, on va rentrer dans un échange sur plusieurs sujets. Est-ce que quelqu'un voudrait commencer? À ma droite, à ma gauche? Je vais commencer. Super. Je suis Devela Étienne. J'écris des textes littéraires d'inspiration vaudou. Alors, on peut définir le vaudou comme étant l'univers, comme étant un univers esthétique et spirituel lié à l'imaginaire et à l'histoire des peuples noirs. C'est aussi un ensemble de traditions et de productions culturelles, de mythes et de mystères, de connaissances appartenant à des pays comme Haïti, des peuples nés de la traite négrière. Dans le vaudou, tout le monde est bienvenu. Moi, je me sens à l'aise et je suis une femme vaudou, une autrice vaudou. Génial, merci beaucoup. Extrêmement inspirant. Mm. Et j'ai hâte d'apprendre à connaître un peu le travail. Ouais. Ouais, en fait, je suis comme multidisciplinaire. Je fais de la photo, du cinéma. J'ai l'impression que les gens me connaissent plus pour ça. Et puis, j'ai une pratique littéraire d'écriture en fiction et en essai, mais c'est très secret. Ouais, et puis, moi, les thèmes que j'explore, non, c'est pas les thèmes, je pense que j'explore un peu comme les formes pour parler de différents univers. J'ai l'impression que ma grande quête, c'est vraiment de lutter contre la structure de la narration comme un truc en 3 actes, bien placé, début, fin. J'ai pas l'impression que la vie se déroule comme ça. Je pense que ça vient un peu une historique plutôt blanche, coloniale. Donc, j'aime beaucoup explorer les formes. Donc, c'est quelque chose que dans mon travail, que ce soit dans le visuel ou la littérature, c'est vraiment comme j'aime les formes éclatées, les visions panoramiques du monde, parce que je pense que c'est au-delà du contenu qu'on veut raconter, on a une façon spécifique de voir le monde. Et puis j'aime bien exprimer ça dans mes textes. Ouais. Super. Wow, c'est génial. Pour ma part, je suis Gabriella Garbeau, je suis la fondatrice de la librairie Racine. En fait, mon travail, c'est le travail de la librairie Racine plutôt, c'est d'être une vitrine pour les gens comme vous qui créent des textes littéraires, des zines, etc. Puis l'idée est venue parce que, bon, il y a un manque, il y a un manque flagrant de diversité, que ce soit sur les planches de théâtre, dans les librairies, à la télévision. Toutes les formes artistiques, on voit que qui est mis de l'avant, c'est pas nécessairement des personnes marginalisées. Donc, ça fait bientôt 4 ans qu'on existe, puis je suis vraiment contente d'être là pour pouvoir mettre de l'avant le travail extraordinaire que vous faites. Puis ma première question que j'aimerais vous lancer, c'est quand est-ce que vous avez décidé d'écrire et pourquoi est-ce que vous écrivez? Cette fois-ci, c'est Valérie. D'accord. Je dirais que ça a toujours été comme une impulsion là, depuis jeune. Là, j'ai appris à lire avec mon grand frère là, que mon oncle apprenait à lire. Et puis, comme ça, spontanément, j'ai commencé à lire, on me dit. Et puis, après ça, c'est toujours comme une impulsion de découper les mots que je vois, les images. J'ai toujours comme eu une petite pratique de collage. Après ça, formellement, ça fait 4 ans là, que je fais partie du groupe Les Martiales, qui est porté par Stéphane Martelly, qui est poète, chercheur et peintre, qui a rassemblé un groupe de femmes noires et non-binaires pour vraiment entrer dans la création. Et c'est un processus tellement profond là,
vraiment juste raconter en toute liberté, ça, c'est pas rien dans dans ce système, dans ce contexte. Et aussi de porter écho à divers comme pratiques. Et ouais, et puis je pense que ça m'a vraiment comme entraîné comme dans un travail sérieux dans les 4 dernières années. Ouais, chez moi, toute la nuit, quand je reviens de boîte de nuit, là, je suis toujours dans dans mon genre de cabinet d'écriture, j'ai l'impression. Ouais. Toujours aussi en parallèle à plein de jobs, là, de jobs formels, 9 à 5, et en freelance. Je trouve important de nommer ça parce que je pense que la vie d'écriture n'est pas toujours comme linéaire, que soit on écrit, soit on fait d'autres genres de travail. Donc, je pense que tout se chevauche pour moi en ce moment. Super intéressant. Est-ce que vous voulez... Oui, de mon côté, j'ai commencé à écrire en rentrant dans le secondaire. Donc, c'est à l'école, j'ai commencé à prendre conscience qu'il existait des auteurs qui écrivaient des choses extraordinaires. Parce que, en fait, dans mon enfance, je n'avais pas la chance, comme certains enfants, d'avoir des parents qui leur lisent des ouvrages, tout ça. Mais quand même, mes parents me racontaient plein de contes, plein d'histoires, mais pas avec les livres, c'était la tradition orale. Donc, je lisais mes ouvrages scolaires sans vraiment avoir la conscience qu'il y avait un auteur derrière ces lignes. Mais avec les professeurs du secondaire, j'ai pu découvrir qu'il existait plein d'auteurs, des styles différents, des styles d'écriture, plein de choses. Donc, j'ai découvert l'univers de la littérature. Alors, je me suis dit, mais toi aussi, tu peux écrire. Et j'ai essayé. Et comme par magie, ça a fonctionné. Et depuis lors, une fois que j'avais découvert que je pouvais écrire, j'écrivais vraiment, je produisais d'une manière vraiment prolifique. J'écrivais, je remplissais plein de cahiers. En fait, je n'étais pas encore une auteure, mais j'écrivais. J'écrivais avec plein de fautes, toutes comme une folle. J'écrivais beaucoup d'histoires, mais c'était surtout mes fantasmes, mes goûts de la vie. C'était ça que j'écrivais. J'écrivais beaucoup et je remplissais des cahiers. À un certain moment, il y a mes camarades de classe me lisaient et elles en raffolaient. Je dis elles parce que j'étais dans une école de filles. Elles aimaient ce que j'écrivais et ça a commencé comme ça. Mais en grandissant, en apprenant plus de choses, en lisant, j'ai arrêté d'écrire. J'ai trouvé qu'il me fallait prendre un temps pour faire mieux de ce que je faisais avant comme une folle. J'ai senti que l'écriture n'était pas un jeu, c'était du travail, qu'il fallait avoir de la maturité, qu'il fallait avoir tout un mécanisme pour le faire, il fallait avoir de la lumière, il fallait avoir plein de choses, plein de connaissances pour arriver à écrire quelque chose de bon. Donc, j'ai arrêté et je me suis lancée davantage dans la lecture. J'ai commencé à lire plein d'auteurs. Il y a les auteurs que me prescrivait l'école, mais en même temps, je faisais mes propres recherches. J'allais à la bibliothèque, je faisais des recherches un peu partout. Il y a des amis qui me passaient leurs ouvrages. Donc, j'étais tout d'abord une grande lectrice. J'étais passionnée par ce que je lisais. Et depuis mon enfance, j'étais toujours attirée vers le mysticisme, vers tout ce qui concerne la mythologie. J'étais une passionnée de la mythologie grecque, gréco-romane. Donc, je lisais toutes sortes de choses. Mais voilà, j'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai arrêté et j'ai repris récemment. J'ai produit des œuvres qui sont un aboutissement de ma maturité en tant que personne. Parce que pour écrire, il faut avoir quelque chose à dire d'intéressant aux autres. Il faut avoir un message qui puisse guérir, qui puisse apporter quelque chose. Là, j'ai senti que j'avais
enfin une vraie mission, une mission qui me tient à cœur et qui en même temps va apporter quelque chose, que ce soit au patrimoine dramatique mondial ou tout simplement ajouter à la littérature vaudou ou encore permettre à des personnes de découvrir certains mythes de là où je viens, certaines croyances, un imaginaire totalement extraordinaire, merveilleux. En fait, je sais que ce que je fais apportera de toute façon quelque chose de positif aux personnes qui m'entourent, aux personnes qui ont la chance de me lire. J'en doute pas une seconde. Donc là, on va rentrer dans un sujet qui va avec le thème de la conversation, qui est écrire un peu ou produire en temps de pandémie. Puis je sais que ça a été une période quand même qui a chamboulé la pratique artistique de beaucoup d'artistes. J'aimerais savoir si la pandémie a eu des impacts positifs ou négatifs dans votre pratique artistique. Puis si oui, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, nous en parler un peu, nous glisser un mot là-dessus? Ouais. J'ai l'impression que, ouais, quand il s'agit de comme, la pandémie, et puis j'ai pas l'impression qu'on est comme, on est toujours là-dedans, là, on est toujours dans ce contexte. C'est clair. Un petit soleil, là. Mais, ouais, j'ai remarqué que toutes les distractions et puis comme les impositions de vivre dans un pays où le système colonial est comme toujours en processus, toujours en marche, sont survenus, mais d'une autre manière. Comme, j'ai l'impression vraiment d'avoir été beaucoup sollicitée pour participer à des comités de diversité et inclusion, par exemple. Ce qui peut paraître ça peut paraître bienveillant, mais j'ai l'impression que quelque chose là-dedans ressemble un peu à l'administration du même système. C'est-à-dire que on est là, on tue nos communautés, les membres de nos communautés, on nous précarise, et puis parallèlement, on nous demande de venir administrer le système et puis de mettre notre étampe pour dire que il est valide, il est bon. On fait nos efforts, on administre. Et donc, j'ai pas mal refusé de sollicitations de ce genre. À bon effet, j'ai l'impression que ouais, j'ai envie de comme créer ça sur les toits là, surtout aux jeunes là, comme des gens qui commencent leur carrière ou leur pratique artistique ou quoi que ce soit là, de comme laisser un temps pour soi-même, comme pas trop faire le travail des blancs là. Et puis vraiment de se préserver, oui. Quoi. Voilà, cultive ton terrain. Et puis, moi, j'arrive difficilement à porter une analyse sur quelque chose qui est toujours en cours, mais j'essaye. Là, j'ai l'impression que mes sommeils sont beaucoup plus profonds, que mes rêves sont plus déchaînés, là, comme à force d'essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai l'impression que ça va apparaître dans la production culturelle. Ça l'est déjà, là. C'est comme ce temps, et puis et rien n'est linéaire non plus. Clairement, il y a beaucoup de personnes qui ont produit sur la solitude, l'isolement, etc. On voit que ça a eu un impact direct plutôt, sur la production littéraire. Et puis, pour vous, est-ce que vous voulez rajouter? De mon côté, le confinement a plutôt eu un impact positif, entre parenthèses, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime rester à la maison. Du coup, je travaille beaucoup en ligne, je consulte souvent les réseaux sociaux, etc. Et le confinement a incité à participer à une sorte d'expansion des événements virtuels, des événements en ligne, plein d'activités en ligne se présentaient sur Facebook parce que quand même, les artistes et plein d'institutions ne voulaient pas rester fermés sans rien faire. Donc, les gens se sont débrouillés pour exister malgré la fermeture de beaucoup de centres. Les artistes se demandaient
comment continuer à exister? Eh bien, les réseaux sociaux étaient là pour continuer à exister. Donc, j'ai pu assister à de nombreux concerts en ligne. J'ai découvert de nouveaux artistes. J'ai même visité un musée, un musée de l'histoire du Canada, un musée de l'histoire du Canada. On avait proposé une sorte de visite guidée en ligne. Et puis, j'ai eu accès au film du festival Vue d'Afrique. C'était offert gratuitement. En fait, il y avait des conférences. Tout était d'accès gratuit en ligne. Et je crois que c'est devenu maintenant une habitude, malgré aujourd'hui, là, on est en train de diminuer les restrictions, mais l'expansion, là, continue et plein de personnes, plein de professionnels proposent des activités en ligne. Et j'ai même pu écouter récemment une rencontre autour de la littérature haïtienne à l'université Guy Concordia en ligne. Pour moi, ça, c'est extraordinaire. Quand même, dans toute chose, il y a un bon côté. Je suis d'accord avec vous. Oui. Surtout pour moi, c'était très difficile des fois de me rendre au centre-ville. Je suis une mère seule, etc. Des fois, il y a des événements, c'était plus compliqué. Ouais. Mais le fait de pouvoir me connecter en ligne, le problème de la mobilité, la barrière de la mobilité, ouais. ça tombait. Donc, je suis totalement d'accord avec vous quand vous parlez de l'accessibilité. C'est sûr que des activités en ligne, ça peut rendre... ça peut favoriser plein de choses. Ça peut favoriser plein de choses, effectivement. Valérie, tu as touché un peu un sujet qui m'intéresse beaucoup quand tu parlais il y a des artistes qui ont été hyper sollicités. J'imagine que peut-être que c'est un lien avec la mort de George Floyd qui est arrivée pendant la pandémie. Puis, je voudrais savoir si, pour vous, le contexte politique, on est en pleine vague du mouvement Black Lives Matter, beaucoup d'institutions sortent des politiques, disent qu'ils veulent être plus inclusives. Il y a toutes sortes de choses qui se brassent en ce moment où le milieu artistique se pose des questions, disent revoir leur façon de faire. J'aimerais savoir, est-ce que comme tout ça, ça a un impact sur votre production littéraire? Je sais que tout à l'heure, tu parlais d'un point très important qui est qu'il faut que les artistes se préservent, mais j'aimerais comme peut-être plus qu'on plonge dans ce sujet-là, la politique et la pratique littéraire et les institutions, etc. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle un peu. Mon rapport aux institutions, par exemple, a évolué un peu dans les dernières années, comme de la notion que des êtres tout puissants qui peuvent diriger ma vie vers comme une pensée un peu plus réaliste en termes de, OK, on paie des impôts dans ce pays, ces impôts-là servent à financer des institutions, on a droit à leur soutien, et puis j'ai l'impression que j'adore l'histoire de Marie-Joseph Angélique qui, quand les institutions et puis quand je parle d'institutions, je parle de l'esclavage au Québec qui a eu lieu ici, bien qu'on n'en parle pas dans l'histoire. Elle a juste mis feu à ces mêmes institutions. Moi, j'ai l'impression que on serait beaucoup plus servi par comme la certitude que si ces institutions ne nous servent pas, qu'on pourrait juste mettre le feu à ces bâtiments, à ces politiques, et puis trouver autre chose. Je pense que la plupart du temps, surtout les personnes noires, autochtones, on peut se retrouver un peu en position de commodification. Le mot en anglais me vient, commodification. Il m'est déjà arrivé à quelques reprises à Montréal de me retrouver dans un événement et puis me dire c'est quoi le programme exactement, et puis finalement me rendre compte que c'est moi le programme, qu'il y a une mise en scène là qui est là pour comme
capitaliser sur la présence des personnes noires et puis nos apports culturels, notre énergie, tout ça. Et ouais, savoir que tu es le contenu, tu es le centre de la chose et puis les institutions, sont là pour te servir et pas don't get it twisted, pas le contraire. Donc, j'ai l'impression que comme les mouvements Black Lives Matter et puis et autres font juste ce travail de comme remettre les choses dans leur en contexte là et de dire que les humains d'abord, Black Lives Matter first, et puis tant pis pour ouais, l'institution. C'est pas un dieu, c'est pas une entité humaine, plus ou moins ma pensée là-dessus. Très intéressant, surtout que ces institutions-là n'existeraient pas sans la pratique, sans l'apport. Ces institutions gratuitement. Ça, c'est clair. Redis-le encore au cas où que les gens qui écoutent l'émission on a bâti ces institutions. Donc, on a le droit de les détruire quand on veut. Pour vous, Dieu blanc. Ben, oui, cet événement m'a frappé comme tout le monde. Mais je pense que les artistes se sont toujours inspirés de la cause des Noirs, surtout les artistes afro-américains. Et même au niveau des Caraïbes, on a Aimé Césaire qui a fait un travail excellent au niveau de son concept, la négritude. Donc, oui, ces derniers jours, cette mort tragique a secoué beaucoup d'âmes, a déchiré beaucoup de cœurs. Donc, ça a incité ça a suscité la production de beaucoup de performances, de textes, surtout de création visuelle, parce que sur Facebook, j'ai vu beaucoup de caricatures, de représentations de la personne victime. J'ai vu plein de choses. Donc, je pense que ces genres d'événements ont toujours inspiré les artistes à produire. Moi, de mon côté, même si je m'inspire du vaudou, et comme je le disais tout à l'heure, le vaudou est transversal, ça me donne le moyen d'intervenir également sur certains sujets comme le racisme, comme la culture, entre parenthèses, nègre, la diversité, le féminisme, l'émancipation des femmes. J'interviens sur tous les sujets. Donc voilà, moi je pense que les personnes noires ont un travail à faire afin que les choses puissent changer, prendre un autre cours. Parce que le plus souvent, on parle de la suprématie blanche, on parle du complexe de supériorité des Blancs, mais on ne parle pas assez du complexe d'infériorité des Noirs. Il y a beaucoup de Noirs qui ont le complexe d'infériorité. Il y a beaucoup de Noirs qui se comportent comme des inférieurs. Il y a beaucoup de Noirs qui se comportent d'une manière à susciter la violence des autres. Moi, je pense que si nous voulons que les choses changent, nous devons d'abord nous changer nous-mêmes. Il y a certains comportements que nous devons vraiment changer. Il y a des choses qui se passent dans nos communautés black, communautés noires, qu'on doit totalement éradiquer. Et à partir de là, on va inspirer le respect des autres et même la peur des autres. Comme ça, je pense qu'on pourra commencer une vraie lutte pour avoir le respect qu'on mérite. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de leaders, beaucoup d'artistes, beaucoup de scientifiques, beaucoup de personnes noires ont fait beaucoup d'efforts, ont déjà fait un grand travail, ont déjà révolutionné plein de choses. Mais pour moi, ce n'est pas assez. Parce que le problème est immense, puisque le problème est immense, donc nos efforts doivent être encore beaucoup plus énormes. C'est ce que je pense. Pour mettre un peu de piment dans la discussion, j'ai embarqué, puis dire que peut-être que ma vision est un peu différente de la tienne, dans le sens où je pense que quand moi j'entends Black Lives Matter, c'est peu importe si la personne s'est comportée de manière respectable ou pas,
ou n'a pas mérité le respect ou pas. Moi, quand j'entends Black Lives Matter, je me dis, ben, ta vie est importante, peu importe si tu as une étiquette de voyou ou si tu as un complexe d'infériorité, etc. Moi, je pense que la vie des Noirs compte, que notre pratique artistique soit reconnue par les institutions ou pas, peu importe nos gestes. Puis ça m'a frappé aussi la mort de George Floyd, mais ce qui est venu me réconforter, c'est de voir la solidarité mondiale. Il y a eu des marches, il y a eu beaucoup de créations artistiques. C'est sûr qu'il y a eu des images puis des morceaux d'art qui étaient un peu difficiles à consommer aussi parce que c'est encore de la violence sur des corps noirs. Puis j'aimerais peut-être qu'on en parle. Je ne sais pas si vous avez vu des œuvres difficiles. Il y a des vidéos qui ont été faites par rapport aux genoux sur le cou, des œuvres comme ça. Puis je me demandais si vous, est-ce que ça venait vous chercher aussi de voir comme des corps noirs encore qu'on fait violence, qui roulent sur les médias sociaux? Je ne sais pas si ma question est claire, mais c'est plus au niveau de voir cette violence-là qui tourne en boucle sur les médias sociaux. Est-ce que ça vous a affecté autant que moi ou c'est juste moi que j'étais comme, à un moment donné, il fallait que je décroche parce qu'il y avait juste trop de violence, puis on parlait de la mort des hommes noirs, comment on se faisait tuer, etc. Puis en étant maman d'un petit garçon en plus, c'est comme, mais c'est quoi l'avenir? Qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez qu'on en parle. Ben, oui. Moi également, j'ai été affectée par toute cette histoire, les images, tout et tout. Oui, mais on doit changer tout ça, c'est tout ce que je peux dire. Oui, la vie des Noirs compte. Et j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui venaient en face, d'autres qui disaient la vie des Noirs compte pour dire que la vie de tout le monde compte. Oui, la vie de tout le monde compte, mais nous, les Noirs, on le vit dans un contexte différent. Exact. Donc, je pense qu'il est important de soutenir cette cause des Noirs, les Noirs qui sont toujours victimes. Mais nous ne devons pas rester dans la victimisation. Parce que de toute façon, tout ce qui a changé depuis la nuit des temps en faveur des Noirs, ça a été le travail des Noirs. Donc, nous devons continuer à travailler pour changer les choses. Super intéressant. Vous êtes d'origine haïtienne? Bien, donc, c'est sûr que la résistance, ça fait partie un peu de nos racines. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Moi, je n'ai pas l'impression que c'est comme... l'idée de comme se retraumatiser ou de rejouer ces événements ou de les dans le reenactment, comme que ça, je sais pas à qui ça sert, je me demande. Et puis moi j'ai l'impression que il y a aussi comme et puis sur la question de du changement, à qui revient la charge de travail pour changer les choses. Je n'ai pas l'impression que c'est la communauté noire qui a changé. Je pense qu'il y a le capitalisme, et tout ça est comme... c'est un peu comme dans le victim blaming, là, un peu comme je pense que ma seule job est de comme, vivre une vie sécuritaire et on n'a pas à prouver notre valeur ou à faire le travail de l'oppresseur pour lui. You know? Et il y a de belles choses là quand même à la télé là, et puis en termes de cinéma là, je pense à Small Axe de Steve McQueen. Je ne sais pas si vous avez vu. Non, c'est sur quelle plateforme qu'on peut regarder ça? C'est sur Amazon Prime. Small Act? Small Axe. C'est une belle série comme, qui était urgente d'ailleurs. Là, comme je pense en 6 chapitres. C'est de 1 heure chaque. Il y en a, le premier est de 2 heures. C'est reprend juste des fresques de la vie des caribéennes
et africaine au Royaume-Uni. Et puis, c'est vraiment juste comme, c'est comme de l'histoire, là, c'est comme des archives. Bon, c'est de la fiction, mais c'est comme, mais il reprend juste un peu comme la génération de nos parents, comme immigrants. J'ai l'impression que c'est ça, comme, peut-être, c'est comme, on a peut-être l'urgence de comme, documenter nos histoires, comme, même dans le passé plus près, là, comme, qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, comme dans les dernières décennies, se raconter ces histoires-là, et puis comme de se rappeler qui on est. Et puis, ouais, ça va remonter à l'histoire, là, mais j'ai l'impression que les gens aiment tourner autour de certaines faits de l'histoire, là, comme plus traumatisants, mais il y a comme diversité d'expériences là-dedans. Moi, je suis très préoccupée par mes aînés queer, comme qu'est-ce qu'ils ont vécu, quelles traces ont-ils laissées dans leur vie, et puis comment est-ce que je pourrais en apprendre. J'aimerais bien, j'aime bien cette question intergénérationnelle. Et j'ai moyen d'urgence de voir comme les violences qui nous sont faites, comme de regarder ces blessures et tout ça, et de revoir le choc, mais plus de comme de comme m'enraciner dans les histoires de mes aînés. De savoir qui tu es, là, c'est comme c'est une grosse force là, effectivement, savoir qui on est, savoir qu'est-ce qui s'est passé aussi aux aînés, puis pas juste comme qu'est-ce qu'ils ont subi comme violence. Puis j'ai aimé ton commentaire par rapport à moi. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a plus de nos violences qui est documentée que tout qu'est-ce qu'on a créé, puis toute notre pratique artistique, etc. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes noirs qui savent que, par exemple, qu'ils ont des ancêtres peut-être qui ont été mis en esclavage, mais ils ne sont pas capables de parler de la faune, de la flore, de nommer des artistes de leur pays d'origine, etc. Puis je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Moi, je serais intéressée à savoir comment ta spiritualité influence ton écriture. Si tu disais tout à l'heure comme auteur voodoo, est-ce que tu veux peut-être développer là-dessus? En fait, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais très, très intéressée, très attirée par la mythologie grecque. En fait, les mythes ont fait la splendeur culturelle du peuple athénien. Alors, jusqu'à aujourd'hui, la mythologie, ça représente la Grèce antique, la Rome, etc. On en parle et peu importe sa nationalité, on s'en inspire. Donc, on en trouve les traces dans toutes les littératures, dans toutes les œuvres dans le monde. Donc, moi, j'ai une petite folie parce que Haïti est un pays plein de mythes, un imaginaire vraiment merveilleux, riche. D'ailleurs, il y a Jacques-Séphane Alexis, un auteur haïtien, qui a développé tout un concept de réalisme merveilleux et qui l'a illustré à travers ses œuvres littéraires. Donc, moi, j'ai ma petite folie aussi. Donc, j'ai envie de récupérer tout ce qu'on raconte au niveau du vaudou, tout ce qui a à voir en fait aux mythes, aux légendes et en même temps au mystère. Parce que certaines personnes y croient, d'autres n'y croient pas, mais moi, de mon côté, je crois à certaines choses. Mais je ne suis pas bornée, je peux réfléchir, je peux analyser, je peux aborder les choses de manière diverse, multidimensionnelle. Donc voilà, moi j'ai envie de porter en scène la voix des dieux vaudous. J'ai envie d'offrir une alternative à la compréhension, à la perception du vaudou, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une perception négative du vaudou en pensant que c'est une secte de sorcellerie, c'est la diablerie, tout ça. Moi, je voudrais aider les personnes qui me lisent
J'aimerais aider les personnes qui m'écoutent, qui me lisent à comprendre le vaudou autrement parce que pour moi, le vaudou est culture, le vaudou est thérapie, le vaudou est un univers qui reflète l'identité, l'âme du peuple haïtien. Alors, pas seulement du peuple haïtien, on a le vaudou au Brésil, à Cuba, et puis l'Afrique, c'est la matrice. On a le vaudou un peu partout, mais je vais me borner à Haïti, je vais me limiter à Haïti parce que je connais Haïti, je connais le vaudou haïtien. Donc, j'aimerais montrer comment c'est beau, le vaudou. J'aimerais montrer la sagesse qui existe dans les chansons, dans la manière de vivre le vaudou. Je veux aider les gens à sortir un peu des stéréotypes habituels. Et en même temps, je voudrais créer un répertoire théâtral vaudou où on peut aller au théâtre et assister à un spectacle qui nous apprend du vaudou, mais pas seulement du vaudou, mais le vaudou est en avant, mais au travers, ça aborde plein d'autres sujets qui concernent la vie. Donc, moi, c'est mon rêve de présenter des personnages, des personnages divins avec de très beaux costumes, de beaux décors, avec du son, avec les rythmes du tam-tam, avec les belles voix paysannes. Je veux présenter tout ça sur scène avec un éclairage professionnel. Donc, c'est mon rêve et inviter tout le monde à venir regarder. Donc, moi, mon concept, c'est le vaudou autrement. Il y a plusieurs façons de vivre le vaudou. Moi, je veux offrir une expérience vaudou propre à ma perception, propre à ma sensibilité, propre à mon vécu. Et je voudrais commencer cette expérience par la littérature et le théâtre. Si une personne n'a pas envie d'aller dans un temple vaudou pour vivre le vaudou, eh bien, cette personne peut venir dans un spectacle. Pendant le spectacle, il peut allumer un cierge. Il peut le vivre de manière artistique. Il peut le vivre de différentes manières. Moi, c'est ce que je vais offrir, le vaudou autrement. Wow! Il faut m'inviter, hein? Il faut m'inviter. Il faut m'inviter, je venais, c'est ça. Mais j'ai une seconde question pour vous. J'ai réalisé en tenant vos livres que vous écrivez à la fois en français et en créole. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce qui a motivé votre choix. Eh bien, j'écris en français et en créole parce que j'appartiens à la communauté francophone autant qu'à la communauté créolophone. Donc, tout le monde dans mon entourage ne sont pas obligatoirement à l'aise en français. Donc, j'écris en créole pour inclure tous ceux qui ne comprennent pas le français. Donc, ce serait dommage que des personnes proches de moi, parce que dans mon entourage, il y a des personnes qui ne sont pas obligatoirement francophones. Donc, ce serait dommage que ces personnes ne puissent pas me lire. Donc, j'écris en créole pour eux. J'écris aussi en créole pour le Québec, parce que le Québec, c'est une société multiethnique où les gens ont envie de découvrir plein de choses. Il y a tout un brassage culturel au Québec. Donc, on ne va pas unifier les choses, mais on va garder la diversité parce que la diversité est une richesse. Et par ailleurs, j'aimerais contribuer à l'effort de certains afrodescendants à valoriser la langue créole parce que c'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Le créole, c'est une belle langue. C'est une langue que, pour moi, selon moi, c'est une langue que tous les Noirs du monde devraient connaître parce que c'est la langue de la liberté. C'est une langue qui a pris naissance pendant l'esclavage. Et cette langue charrie toute une histoire. Cette langue exprime toute notre aspiration à la liberté, toute notre solidarité, tout ce qui nous forge, tout notre héritage culturel. Parce que dans le créole, on a des mots qui viennent des Indiens, des mots qui viennent des États-Unis, de l'Afrique, de la France, de partout. C'est une mosaïque de culture. Donc, le créole reflète
tout ça. Donc, ce n'est pas une langue à négliger. Et il y a certaines choses qui se disent en créole qu'on ne peut vraiment pas dire dans aucune autre langue parce que c'est dans le créole que ça a du sens. Donc, j'écris en créole pour décomplexer également certaines personnes qui sont victimes des relents de l'esclavage et qui ont honte de cette langue, puisque c'est une langue qui a pris naissance et dans la colonie. Donc, je l'utilise d'une certaine manière pour la valoriser, parce que quand même, je dois dire que je viens d'un pays où le français est une langue de domination. On a utilisé le français pour exclure des gens marginalisés, des gens aliénés, des personnes. Donc, à un certain moment, le français, c'est une langue, se présente comme une langue d'exploitation, de diminution de la personne. OK? Parce que en Haïti, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui apprennent à l'école, dans les universités, en français, mais qui ne comprennent pas du tout le français. Et on vous oblige à le parler, à parler français sans le comprendre. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a autant de problèmes dans le pays, parce que intellectuellement, les gens n'avancent pas vraiment, puisqu'ils apprennent par cœur et ne comprennent rien dans ce qu'ils apprennent. Donc, c'est un grand problème. Donc, j'aimerais décomplexer les gens. Parce que certaines personnes pensent que le français, par exemple, c'est la langue du savoir. Si on ne parle pas français, on est sensiblement une personne une personne sotte, je peux dire, une personne qui ne comprend pas grand-chose. Mais moi, je connais des personnes qui ne parlent pas vraiment français, qui sont des cerveaux extraordinaires, qui connaissent, qui ont des informations, qui connaissent beaucoup de choses, qui peuvent faire des raisonnements extraordinaires, mais malheureusement, ces personnes ne connaissent pas, ne maîtrisent pas parfaitement le français. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui ne sont pas intelligentes, ce ne sont pas des personnes qui ne sont pas douées, ce sont des personnes qui ont de grandes capacités. Il y a seulement une barrière de langue. Donc, voilà, moi, je mène ma petite révolution doucement, à ma manière. Donc, c'est ça, c'est pourquoi j'écris. Dans mes livres, il y a la version française, la version créole. Voilà. Wow! C'est super intéressant. Ouais. Très, très puissant. Surtout quand vous abordez le savoir. Finalement, le savoir, ce n'est pas nécessairement la langue que tu parles. Ouais. J'ai l'impression que tout est tellement eurocentré que quand les gens parlent français, on a l'impression qu'ils sont plus intelligents. Ouais. Mais je ne suis pas... En fait, pourquoi j'écris en français, c'est pour montrer que je ne suis pas contre le français. Moi, je suis ouverte à toutes les langues. Toutes les langues sont intéressantes. Mais on ne va pas dire qu'il y a une langue qui est supérieure à une autre. C'est pourquoi j'inclus le créole à côté du français, qui est la langue de domination dans mon pays d'origine. Exact. Wow. Ah! Wow! Très puissant. Valérie, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu travailles ou c'est quoi l'avenir? Qu'est-ce qui se passe là? Tu parlais tout à l'heure que des fois tu rentrais, tu écrivais, etc. Je mijote comme un peu comme... J'ai l'impression que c'est comme un travail assez holistique. Il y a comme un centre, mais à travers plusieurs choses. Je suis peut-être un peu timide d'en parler concrètement, là, parce que je suis un peu discrète dans mon approche. Mais j'aimerais juste comme continuer à me créer comme une liberté personnelle pour continuer. Et j'espère aussi... ça a été une longue année là, d'isolation, d'isolement. J'aimerais juste comme continuer à comme forger une communauté dans cette ville. J'ai tellement, c'est tellement génial de vous rencontrer. Je vais tutoyer? Bien sûr. C'est génial de te rencontrer, d'apprendre tout le travail
que tu fais. Et puis, toi aussi avec ton travail de holding space, avec la librairie. Et puis, j'aimerais juste comme continuer à avoir plus de gens dans ma communauté créée. On est là. Et il y a plein de... plein d'artistes qui sont comme à fond dans leur travail. J'ai juste envie de nous voir comme... S'épanouir. S'épanouir. C'est bon, ça. S'épanouir, oui. S'épanouir. C'est comme... c'est mon grand souhait, là, ma grande quête. Peu importe ce que ce soit, là, comme contenu, comme matériel, je pense que c'est le processus, c'est le fait d'être libre de créer qui est le plus important. Comme ouais. Mais j'aimerais t'entendre parce que je sais que à cause du contexte actuel, il y a beaucoup de jeunes appartenant à des communautés marginalisées qui ne se lancent pas ou ne se donnent pas nécessairement le droit de dire OK, ben, je vais me lancer, puis je vais partir des projets, puis let's go dans ma pratique artistique qui m'intéresse. Est-ce que tu aurais un message à lancer à des jeunes qui sont un peu plus récalcitrants puis qui ne se lancent pas nécessairement, soit dans l'écriture, le cinéma, etc.? Peu importe la raison, il y en a qui vont voir les barrières systémiques comme un obstacle, il y en a qui vont se dire « personne ne va s'intéresser à ça ». Moi, je dirais comme ce que j'aurais dit un message que j'aurais donné à moi-même il y a 15 ans, 20 ans, peu importe. En tant que jeune, là, c'est de plonge dans ton propre univers. Là. Il y a plein de choses. C'est déjà là. Il n'y a personne qui va te le donner. C'est comme... just like... plonge dans toi-même. Ça se dit en français. Juste comme... j'ai l'impression qu'on a tendance à chercher ailleurs, à essayer de encore aller vers des institutions pour qu'ils nous donnent quoi que ce soit. Mais je pense qu'on a tellement... Et puis... comme j'avais dit, tu avais déjà l'impulsion de créer, comme tu étais très jeune, tu te donnais la liberté de faire ce que tu voulais, de jouer. Et puis je pense que pour moi, il y a comme un élément de jeu dans la création. C'est comme, c'est un terrain à toi. Vas-y fort, you know. Et puis, après ça, je comprends les contraintes matérielles et puis institutionnelles, comme le système d'éducation ne fait pas cadeau aux jeunes. Et je souhaite juste comme un bon encadrement, comme des gens qui croient en toi, c'est ça, en gros. Wow. J'espère qu'il y a des gens, après tout ce que vous avez dit, qui vont entendre la vidéo et qui vont faire OK, let's go, je me donne la liberté d'écrire un peu comme tu as fait, puis avec ton message inspirant. Puis là, on a parlé de vous en gros, mais je sais que vous avez des projets spécifiques. Donc là, j'aimerais faire un petit jeu avec vous où le dernier livre que vous avez écrit, j'aimerais qu'en 30 secondes, vous regardiez la caméra puis que vous disiez aux gens c'est quoi le titre, puis pourquoi est-ce que ce serait intéressant pour les gens qui nous écoutent de se le procurer et de le lire. Donc, moi, mon dernier projet, c'est un livre qui s'intitule Les Enragés. Et puis, c'est un recueil de nouvelles, un peu dans cette tradition du réalisme magique, en fait. Merveilleux, réalisme merveilleux. Qui donne un regard sur ce que c'est de vivre dans la diaspora, dans une ville qui ressemble à Montréal, de s'aimer, de se retrouver, de combattre, d'être là. C'est juste ça, c'est un livre qui dit comme on est là. Et puis, il y a aussi l'élément du fait qu'on peut lire les nouvelles du début à la fin, un peu comme un roman. J'ai exploré la forme et j'ai l'impression que c'est non seulement ce qui est raconté dans le roman, mais c'est aussi la forme de raconter. Alors, de mon côté, maintenant, donc moi, j'ai écrit tout d'abord, alors j'ai publié Baron Samedi, monologue. En fait, le personnage Baron Samedi, beaucoup de personnes le connaissent.
Donc, on a beaucoup exploité ce personnage à Hollywood, dans le divertissement un peu en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Et j'ai remarqué que c'était toujours un baron samedi diabolique, mangeur d'hommes, un baron samedi qui fait peur. Donc, moi, je n'ai pas ce rapport avec baron samedi. Alors, baron samedi, c'est une divinité vaudou. Il se présente dans une cérémonie vaudou où il y a les tambours qui met les gens en transe, et il possède un adepte, un de ses adeptes, et il se raconte. Il explique ses symboles, la croix, le cimetière, tout. Il explique ce que chaque chose veut dire. Il explique les branches de la croix, il explique ses couleurs, il explique sa façon d'être. Mais il le fait vraiment de manière dramatique. Il y a un rythme, il y a des jeux. À un certain moment, il demande à une femme d'allumer son cigare. Donc, il y a des petits trucs comme ça. Mais c'est la philosophie, je peux dire, du Dieu qui passe à travers tout le texte. Il y a 3 parties. Il y a une partie qui se déroule au cimetière, parce que le matin, dans la tradition, tout se passe au cimetière. Ensuite, c'est dans les temples. Là, on va manger, on va danser. Et puis, il y a une dernière partie où la fête est finie, les percussionnistes sont fatigués, tout le monde est fatigué, et on va dormir ensemble. Donc, Baron Samedi est présent dans toutes ces parties, ces étapes-là. Et il parle aux gens, il donne des conseils, il donne également des alertes, il explique plein de choses, et il intervient même sur l'homophobie. Il intervient même dans une certaine partie sur l'homophobie, où il demande aux gens de cesser avec leurs intolérances, leurs critiques, tout et tout, parce que les gens sont toujours en train de surveiller ce qui se passe au bas du ventre des autres. Donc, Baron Samedi demande à ce qu'on cesse ça. Parce que dans l'univers Guédé, Baron Samedi est le chef de la famille Guédé, de l'univers, alors du royaume Guédé. Donc, dans l'univers Guédé, ce qui est primordial, c'est la liberté et l'inclusion de tous. Il n'y a pas de tabou sexuel dans le monde Guédé. Tous les Haïtiens le savent. Donc, il n'y a pas de tabou, et on peut faire tout ce qu'on veut, du moment qu'on ne nuit pas aux autres. Si ça ne va pas détruire une autre personne, ben, on peut le faire. On peut être avec qui on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, Baron Samedi fait une intervention sur les pratiques sexuelles, il donne sa petite idée, et voilà. Il donne même des recettes magiques. Après Baron Samedi, j'ai écrit Grande Brigitte, l'aïeule de la terre. Alors, je viens de publier Grande Brigitte, et Grande Brigitte est censée être la femme de Baron Samedi de la mythologie vaudou. Et le pays, Haïti, a une mentalité tellement patriarcale, tellement machiste, qu'on ne parle pas trop de Grande Brigitte. On parle beaucoup plus de Baron Samedi. Mais Grande Brigitte, on se contente de dire que c'est la femme, c'est l'épouse de Baron Samedi. Ça s'arrête là. Eh bien, moi, je donne la parole à Grande Brigitte, qui se raconte, elle également. Baron Samedi se raconte, à la même hauteur, elle aussi, elle se raconte. Et dans ce qu'elle raconte, elle ne se présente pas, elle ne se borne pas à être l'épouse de Baron Samedi. Elle a beaucoup d'autres choses à dire. Et dans ce livre, elle vient exprimer sa frustration de la perception des gens. Et elle en profite pour faire une petite circulation, alors comment dire ça, dans différentes thématiques, émancipation des femmes, rapport homme-femme, la réalité des vieilles personnes en Haïti, le rôle des anciennes combattantes, les femmes révolutionnaires, parce qu'on parle davantage des hommes révolutionnaires en ce qui concerne la révolution haïtienne de 1804. Donc, elle intervient sur un tas de sujets qui la concernent et qui en même temps concernent les femmes en général.
Parce qu'on a une tendance à mépriser les vieilles femmes. Elle intervient sur la réalité des vieilles femmes, comment on doit se comporter face aux vieilles femmes. Et il y a aussi un message de Grande Brigitte qui est très important dans le livre. Elle intervient sur la couleur noire. Elle explique ce que c'est. Beaucoup de personnes ont tendance à prendre cette couleur comme une émanation du négatif, de tout ce qui est négatif. Elle explique tout ce qui est positif et qui est lié au noir. Elle parle de la nuit, elle parle d'autres choses que je ne vais pas dire parce que vous devez lire le livre. Donc voilà, et ça se passe en 7 rêves. Alors, Siba, samedi, a débarqué dans une fête, dans une cérémonie. Eh bien, elle se dévoile à travers 7 rêves d'un adepte, ou d'une personne. Donc, il y a 7 rêves et dans chaque rêve, elle intervient sur un sujet. Donc, voilà. Je pense que malheureusement, c'est le temps de mettre une fin à notre échange. J'invite tout le monde tout le monde qui nous écoute à se procurer le livre de Valérie Bas et de Diovala Etienne dans vos libraires préférés, chez votre libraire préféré. Et s'ils n'ont pas leur livre, s'il vous plaît, demandez-leur de les commander. Est-ce que vous voulez peut-être nous dire une petite phrase de la fin ou... Pour moi, c'est tout. Moi, je voudrais vous remercier. Je remercie l'équipe de La Fierté. Je remercie Massimadi et toute l'équipe de Massimadi qui m'ont invité, qui m'ont permis de participer à cette rencontre. Donc, je dis merci à votre présence, à Valérie, à Gabriela. C'est ça, moi, je veux remercier. Je remercie et je suis contente d'être là. Et pour les personnes qui veulent me suivre, je suis sur Facebook. J'ai une page qui s'appelle Diovala Etienne, le vaudou autrement. Et pour mes livres, on peut les trouver à la librairie Racine. Donc, voilà. Ouais, c'était vraiment génial de vous rencontrer et d'échanger. Et je suis tellement intriguée de découvrir tes livres, ton œuvre, ta vision. Et ouais, j'espère qu'on se revoit et faire un tour à Racine, chercher le livre. Et ouais, c'est ça. Génial. Merci beaucoup. Merci à vous.